Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 27 juin 2024. Nous sommes en direct. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, comme annoncé, comme promis, comme vous l'attendiez très certainement, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de TV Finance Thomas Andrieux pour notre page macroéconomique. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci Thomas Andrieux d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste des questions économiques et financières. Thomas, on va commencer avec vous par des questions d'ordre monétaire. L'euro ne fait que céder du terrain face au dollar depuis de très très nombreuses séances. Existe-t-il encore des raisons d'être optimiste pour l'euro selon vous ? Faiblement. Alors sur le graphique, pour situer où c'est que nous sommes en ce moment, on est au milieu de ce canal baissier engagé depuis 2015. Alors il y a une plus grande tendance baissière depuis 2007. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, les investisseurs, ils sont plutôt défiants, c'est peut-être exagéré, mais prudents sur la situation, puisque les positions spéculatives nettes sont au plus bas depuis 2022 et potentiellement 2019 si on remonte plus loin. Ce qui veut dire deux choses. Ça veut dire que soit les investisseurs, les spéculateurs redeviennent optimistes et à ce moment-là, on aura un potentiel rebond de l'euro, soit au contraire, ils vont se mettre plutôt vendeurs sur l'euro et à ce moment-là, alors qu'ils sont structurellement acheteurs ces dernières années, et à ce moment-là, ça engagerait un mouvement de baisse plus structurel. Et les raisons de cette baisse potentielle, elles sont multiples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les facteurs, ils sont plutôt à la baisse. D'une part, c'est la différence de politique monétaire. La BCE, si elle engage notamment des baisses des taux durables et soutenues, à ce moment-là, par rapport aux États-Unis, évidemment que ça pèsera sur le taux de change. Et puis, la différence de croissance aussi. Aux États-Unis, il y a une croissance qui se maintient à plus de 3%. Et en zone euro, on essaye doucement de repartir au-dessus de zéro. Donc, expliqué en partie par une différence de productivité. Donc l'euro a des faiblesses structurelles et il faudrait ajouter à ça les difficultés, les divergences internes à la zone euro. C'est-à-dire quand on regarde, je pense en particulier, en ce moment, le grand débat, c'est les élections. Et quand on regarde en particulier les déficits commerciaux, les déficits de la balance des paiements, ce dont on s'aperçoit, c'est que la France, par exemple, est le pays le plus déficitaire en termes de balance commerciale. Je rappelle qu'en 2022, 6% du PIB, le déficit commercial, c'était 6% du PIB. C'est colossal. Et qui dit déficit commercial dit financer cette perte de capital. Et donc, finalement, pour financer notre manque de compétitivité, on vend le pays, si je peux le dire ainsi. Et effectivement, ça se mesure par les niveaux d'obligation, les rendements, c'est ça les rendements obligatoires. Ça se mesure en partie par ça, mais ça se mesure aussi par ce qu'on appelle la position extérieure nette, c'est-à-dire la différence entre les avoirs qu'a la France à l'étranger et les avoirs de l'étranger sur la France. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que l'étranger est créancier de plus de 800 milliards d'euros sur l'économie française. C'est-à-dire que il faudrait à peu près, si j'ose dire, si on devait régler nos comptes avec l'étranger, il faudrait qu'on paye 30% du PIB. Est-ce que c'est beaucoup 30% si on rapporte à un ménage, un taux d'endettement d'un ménage, 30% c'est la limite haute. Du coup, est-ce qu'on est encore réellement en danger ? La différence, c'est que c'est pas un taux d'endettement, c'est que c'est une perte. Et quand on regarde, le plus intéressant, c'est quand on regarde l'Allemagne. L'Allemagne, elle, est excédentaire de presque 3 000 milliards d'euros, 70% de son PIB. Ça veut dire que l'Allemagne, elle, est créancière du reste des pays. Et quand on regarde la différence entre la France et l'Allemagne, mais l'Espagne est aussi à une position extérieure nette très faible. Quand on regarde cette différence, c'est près de 4 000 milliards d'euros, 30% du PIB de la zone euro. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que ce qui se traduit aujourd'hui dans les urnes, ça ne fait que traduire ce qu'il y a déjà dans les chiffres économiques. Quand on a une différence structurelle au sein d'une même union monétaire, une différence structurelle aussi forte qui se retrouve sur le système bancaire et tout un tas d'autres variables, ça génère forcément des tensions. La France, l'Espagne, même l'Italie en partie, même si l'Italie est en position extérieure beaucoup plus stable. La France et l'Espagne auraient besoin, par exemple, d'un euro beaucoup plus faible, tandis que l'Allemagne aurait besoin d'un euro plus fort. Donc, ces tensions internes grandissantes, c'est ça le problème, génèrent effectivement à terme un vrai risque de fracture de l'euro. Et le jour où cette crise va se traduire politiquement, effectivement, à ce moment-là, il y a un vrai risque. C'est pas déjà traduite politiquement cette crise ? Elle commence, si j'ose dire. Mais c'est peut-être que le début, parce que ça ne pourra pas durer éternellement. On ne peut pas avoir des différences de richesse et d'avoir aussi importants entre mêmes pays voisins d'une même zone économique. Et quand on ajoute à ça, effectivement,
la fébrilité de la Banque Centrale Européenne à garder des taux élevés par rapport aux États-Unis, quand on ajoute le manque de productivité, il y a une vraie question existentielle, effectivement, sur ce qui se passe en Europe et en zone euro. Donc, ce qu'on comprend, Thomas, à travers ce que vous nous dites, c'est que bien la baisse de l'euro à l'heure actuelle depuis de nombreux exercices devrait se poursuivre tant que l'incertitude ne sera pas levée sur qui décide finalement. Tout à fait. Et il y a cette incertitude fondamentale et puis les positions économiques aussi. Mais l'incertitude politique, elle pèse beaucoup parce que on pourrait avoir une remise en question de la structure complète de l'échiquier politique, effectivement. Et ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose ou une bonne chose. On n'est pas là pour juger sur cet aspect, mais ça ne fait que traduire ce qu'il y a déjà dans les chiffres économiques. Thomas, alors au-delà justement de l'aspect politique, majorité absolue, majorité relative, 3 blocs, etc., tout ça, on va le laisser pour les commentateurs, les experts politiques. Nous, on va revenir sur une question purement économique. Quand on lit à droite, à gauche, on comprend que peut-être Emmanuel Macron souhaiterait refiler la patate chaude. En l'occurrence, d'après le sondage ORN, la patate chaude, c'est le budget 2025, impossible à boucler. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est presque le cas, pour ne pas dire tout à fait le cas. Il faut dire qu'en 2023, le déficit de la France, c'était 5,5% de son PIB, c'est-à-dire à peu près 160 milliards d'euros. C'est colossal. C'est-à-dire que la France n'a fait aucun effort budgétaire. Pire, elle a été encore plus laxiste. Très dispendieux. Entre-temps, il y a eu le Covid. Ces dernières années. Oui, mais on a pouvait faire des efforts comme l'Allemagne ou comme beaucoup d'autres pays européens. On ne les a pas fait. Il n'y a rien de nouveau en France, ça fait 50 ans qu'il y a des déficits. Le problème, c'est que là, on sait que ce déficit est structurel, qu'on ne maîtrise plus rien. Si c'est structurel, ça date d'avant Emmanuel Macron. Ça date d'avant, mais il aurait pu essayer de changer ce phénomène structurel. Il ne l'a pas fait. Et donc, il se retrouve en fin de quinquennat dans l'impossibilité d'avoir une marge de manœuvre. Donc, politiquement, je pense qu'il a joué la carte peut-être la plus risquée, mais la plus audacieuse. Et donc, de ce point de vue, effectivement, bon courage au suivant quel guide soit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que spécialiste des questions économiques et macroéconomiques, justement ? Ce budget, il va être impossible à bloquer. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que vous conseillez de faire ? Parce que si on regarde dans le détail les programmes économiques des deux prétendants, je dirais, à la majorité absolue à l'Assemblée nationale, on a un déficit d'un côté qui se creuserait de 100 milliards à droite et de 106 milliards à gauche. Du coup, c'est tout le problème. C'est-à-dire que la dette, les déficits, personne ne veut en parler. C'est l'anguille sous le tapis, la poussière sous le tapis qu'on veut absolument cacher. Même si, alors, je dis, replaçons-nous sous le prisme de cette dette-là. Est-ce que la solvabilité de l'État français est quand même remise en cause ? Parce que par la force des choses, on reste dans un pays où on peut lever de l'impôt encore facilement. On reste dans un pays où les niveaux d'épargne mobilisables sont faramineux. Du coup, par la force des choses, est-ce que vraiment il faut s'en inquiéter ? Quand vous dites que... alors, quel terme vous employez ? Mais vous disiez que 800 milliards, c'est ça, 800 milliards. 800 milliards d'actifs sont détenus par des étrangers, mais globalement, si on comprend les émissions obligataires, ce qui peut-être parlera plus simplement à tout le monde, elles sont détenues moitié pour moitié par des établissements bancaires et assureurs français, du coup, par la force des choses, par la France. Donc, est-ce que c'est si grave que ça, finalement ? Est-ce qu'on est dans une situation si dramatique que ça ? Alors, première question, est-ce que l'impôt, on peut l'augmenter ? La réponse est plutôt non. Je ne suis pas certain, parce qu'on a déjà les impôts les plus élevés de l'OCDE. On a, globalement, on pourrait bien sûr les augmenter, mais la réalité, c'est que l'efficacité fiscale de chaque nouvel euro dépensé, elle est presque nulle, voire négative. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres pays. Et le problème, entre guillemets, de la France au niveau budgétaire, c'est que la moitié de toutes les dépenses publiques, c'est des dépenses de redistribution des dépenses sociales. Et donc ça pose un vrai problème d'efficacité de la dépense publique. La dépense publique n'est pas efficace comme elle devrait l'être. Elle n'est pas optimale, pour le dire simplement. Maintenant, sur le point, est-ce que la dette est soutenable ? La réalité, c'est que sur l'obligataire, le risque est exponentiel. C'est-à-dire que le jour où la situation se grippe, ça va empirer de manière exponentielle. L'épargne immobilisable, je ne suis pas certain, ça reste quand même de la propriété privée, donc il faudrait que les gens aient confiance significativement
dans la dette publique. Alors, effectivement, on remarque que les taux sur les obligations aujourd'hui sont plus faibles encore que les 3,2, 3,1 finalement. Que les taux directeurs, donc ils devraient être beaucoup plus élevés. Mais aujourd'hui, les assureurs, effectivement, etc., continuent d'acheter massivement de la dette française. Maintenant, la question, c'est que la part de l'étranger reste importante, majoritaire. Économiquement, mathématiquement, financièrement, est-ce que c'est un problème ? Ça, pour moi, ça reste. Alors, au-delà de la souveraineté économique française, blablabla, mais là, on est dans une interview économique. Quel est le problème que la dette soit détenue à 50% par des établissements bancaires, des établissements financiers étrangers ? Tout simplement, ça aggrave la position extérieure nette d'un pays qui est déjà extrêmement affaibli de ce point de vue-là. Mais ça veut dire qu'on la place, notre dette. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont l'acheter et qui, finalement, n'ont aucun intérêt à ce que la France... Bien sûr, mais le plus grave, si j'ose dire, si on veut être concret, c'est que en 2027, la charge d'intérêt, ça sera 70 milliards d'euros. Le premier budget de l'État, ça veut dire que chaque Français, donc je ne parle pas de ceux qui payent vraiment des impôts, chaque Français paiera en moyenne plus de 1 000 euros service public qui ne verra jamais. C'est de la charge d'intérêt. Donc ça, c'est les conséquences concrètes. Et ça pourrait être 100 milliards en 2030, puisque le taux moyen en 2027 est anticipé à 2,3%. Donc sachant que si on emprunte au-dessus, forcément, le taux moyen va grimper. Donc ça, c'est des conséquences concrètes. Ça aggrave le déficit structurel. Maintenant, est-ce que la dette est soutenable ? Oui. S'il n'y a pas de croissance... Je veux dire oui. S'il n'y a pas de croissance, c'est très difficile. Aujourd'hui, on a peu de croissance et ça, c'est une véritable difficulté. On l'a vu, l'aggravation des prévisions budgétaires, c'était parce qu'on manquait de recettes. Donc ce que vous dites, en fait, c'est-à-dire que finalement, s'endetter plus de 1 000 milliards sur un quinquennat, on va dire, sur 5 ans, plus de 1 000 milliards pour 0,7% de croissance, c'est loupé. Ça fait cher la croissance. Ça fait cher la croissance. À l'image un peu des dépenses parfois qu'on a pour les JO dans la Seine pour se baigner. Si on rapporte à la baignade, ça fait cher. Bon, c'est un peu pareil en économie. Ok, très clair. Merci Thomas pour ce point très important, effectivement, pour qu'on puisse bien comprendre quels sont les enjeux économiques de ces élections législatives. On va passer sur un tout autre sujet, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, alors, qui a atteint des nouveaux records dernièrement, les raisons, on les connaît, c'est notamment le halving, c'est la commercialisation par les établissements, par les fonds, notamment des fonds, notamment ce sont les fonds d'investissement américains qui ont pu proposer à leurs clients américains des ETF libellisés en Bitcoin. Est-ce qu'il y a encore de la place ? Parce que là, on voit que le Bitcoin recule un peu, perd de sa splendeur. Du coup, par la force des choses, est-ce que c'est un mouvement de fond ou finalement nourri par également cette dichotomie de stratégie de politique monétaire à l'échelle mondiale entre les États-Unis et l'Europe ? Et du coup, comme on peut anticiper que la Fed fasse son pivot en septembre, ou en tout cas durant cette fin d'année, eh bien, ça va freiner cette baisse. Effectivement, le Bitcoin arrive sur une résistance majeure. Quand on compare par rapport au dernier mouvement historique, jusqu'en mai-juin, on était à la norme. À cela, il faut ajouter le halving. En général, le halving, c'est-à-dire on diminue la rémunération des mineurs, donc théoriquement, ça diminue un peu l'offre et ça augmente le prix. La valeur du Bitcoin, même si ça reste à la marge. En général, c'est plutôt très haussier, effectivement, pour le Bitcoin dans les mois qui suivent. Donc, niveau temporalité, on est bon. Niveau schéma technique, on est bon. On respecte, j'ai envie de dire, des vagues d'Elliott. Donc, les vagues d'Elliott, rappelez-nous. C'est-à-dire des schémas cycliques, c'est-à-dire une première phase de hausse qu'on a eue en 2023, une deuxième forte vague de hausse fin d'année 2023-2024, et là on temporise, et je pense qu'il est tout à fait possible qu'on ait une nouvelle vague haussière. Maintenant, compte tenu effectivement du contexte global et de la tendance, de la force de la tendance sur le Bitcoin, en particulier quand on regarde les fractales et les niveaux de volatilité. Donc on aura, je pense, une nouvelle vague haussière, après peut-être une petite correction. Pour l'instant, on est sur une latéralisation. Mais cette vague haussière serait, à mon avis, limitée. Donc, si on avait à faire des scénarios assez clairement, je pense que là, on est en train de plafonner autour des 70 000 $. On essaye, en ce moment, le Bitcoin tente de franchir à la baisse les 60 000 $, la zone des 60-57 000. Si on franchit plus bas, ça serait évidemment plus négatif. Pourquoi pas aller chercher les 50, mais... Les 50 000, on reste sur 50 000, mais l'extension du retracement haussier, ça serait 100 000 $, un objectif que beaucoup ont en tête. C'est pas un objectif impossible, ça reste ambitieux. Alors après, en termes de pourcentage, c'est assez faible. Et les catalyseurs, du coup, qu'est-ce qui pourrait expliquer ? Les catalyseurs, ça serait la baisse des taux, principalement
aux États-Unis. Mais il faudrait, toujours pareil... Il faudrait une sacrée baisse de taux. Là, on anticipe à la marge 25 points de base pour 2024. Il faudrait ça et une bonne croissance économique encore. Donc, c'est-à-dire assez de liquidité. Parce qu'elle commence, d'après les indicateurs avancés, on se rend compte que l'économie aux États-Unis pourrait commencer à piétiner. Et le chômage augmente. Ce qui me fait dire que si on a une nouvelle vague haussière, elle serait limitée. Peut-être que dans une éventualité, on aurait un phénomène comme en 2021, c'est-à-dire une nouvelle vague haussière qui va chercher tout juste des nouveaux sommets. Mais bon, on peut aussi envisager pour l'instant les 100 000 $. Mais tout ça pour dire que le potentiel haussier par rapport au dernier marché haussier est assez limité. Maintenant, est-ce que, pour répondre à la question de beaucoup de personnes, est-ce que c'est une valeur refuge dans le contexte actuel? Je ne suis pas certain. Quand on regarde les réserves de change, il faut voir que ces derniers mois, l'or est passé devant l'euro dans les réserves de change des banques centrales. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que l'or reste encore plus privilégié du point de vue valeur refuge, sentiment de sécurité. Et surtout quand on ajoute à ça le fait que, même si l'or corrige en même temps que le Bitcoin ces dernières semaines, effectivement, le Bitcoin, pour l'instant, reste plutôt spéculatif. Et les ETF ont joué un grand rôle dans ce nouveau mouvement aussi, tout à fait. Ok, écoutez, merci Thomas Andrieux d'avoir été avec nous ce matin dans notre page éco. Vous êtes spécialiste des questions économiques et financières et vous répondiez sur ces questions qui agitent le cerveau des investisseurs, particulièrement en Europe. On marque une dernière courte page de publicité. Juste après, ce sera la suite et la fin de cette édition du 27 juin. À tout de suite sur TV Finance.